Imaginez un peu ça. Vous vous rendez innocemment à l'épicerie comme d'habitude, quand tout à coup la ville entière est prise d'assaut par une horde de créatures terrifiantes venues d'une autre dimension. Personne ne viendra vous sauver, et tous ceux qui se sont aventurés à l'extérieur ne sont jamais revenus. Mais au bout d'un moment, c'est de ceux qui sont à l'intérieur qu'il va vraiment falloir s'inquiéter. Ils devront faire tout ce qu'il faut pour survivre. Et croyez-moi, quand je vous dis que la fin de ce film m'a littéralement marqué à vie. Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre les créatures mutantes dans The Mist. Ce magasin d'alimentation est sur le point de devenir leur tombeau. Un matin, après une violente tempête, l'artiste David Drayton se réveille et découvre que sa maison a subi d'importants dégâts. Le hangar à bateaux situé à l'arrière a été écrasé par l'arbre du voisin, et une étrange brume persiste près des montagnes de l'autre côté du lac. Il va voir son voisin Brent, qui brandit une tronçonneuse avec colère, et lui dit qu'il veut négocier avec son assurance. La voiture de Brent a également été écrasée dans la tempête. Après avoir pris des nouvelles de sa femme, David et son fils Billy, âgé de 8 ans, emmènent l'homme en ville pour qu'il se ravitaille. Mais ce sera leur plus grosse erreur. Sur le chemin de la ville, ils remarquent un convoi de camions militaires qui se dirige dans la direction opposée. Brent mentionne qu'il a entendu parler d'un programme secret dans une base située dans les montagnes, le projet Arrowhead, en plaisantant sur le fait que le gouvernement y garde des extraterrestres. Ils en rient comme s'il s'agissait d'une simple conspiration. Mais dans quelques minutes, tout va changer. Quand il entre dans le supermarché, David remarque qu'il n'y a pas de réseau mobile et que même les lignes téléphoniques fixes semblent coupées. À l'intérieur, l'endroit est plein à craquer et le générateur de secours ne sert qu'à maintenir les congélateurs froids. Alors qu'ils attendent de passer à la caisse, il entend un groupe de soldats se disputer avec un officier de la police militaire au sujet de la nécessité de retourner à la base. Mais c'est alors qu'ils entendent une sirène de raid aérien quelque part au loin et tout le monde se rassemble près des baies vitrées pour voir ce qui se passe. À ce moment-là, un vieil homme au nez ensanglanté se précipite à l'intérieur en criant de fermer les portes. Il crie qu'il y a quelque chose dans le brouillard qui tue les gens, et tout le monde dans le magasin commence immédiatement à paniquer. L'un d'entre eux décide de s'enfuir, mais la brume a déjà envahi tout le parking, et dès qu'il est hors de vue, ils entendent les cris horribles de sa mort douloureuse, provoquée par une créature encore inconnue. Les autres entrent à l'intérieur et ferment les portes, mais s'ils pensent être en sécurité ici, ils vont avoir une mauvaise surprise. Alors qu'ils regardent à travers la vitre à la recherche de ce qui se trouve à l'extérieur, tout le magasin se met à trembler, et ils réalisent qu'ils sont sur le point d'être frappés par un tremblement de terre. Ok, cette situation vient de passer de 0 à 100 à l'heure en moins de temps qu'il n'en faut pour dire « Nettoyez l'allée numéro 3 s'il vous plaît ». La situation va rapidement dégénérer, mais comme toujours, la clé de la survie est de savoir comment hiérarchiser les menaces. Maintenant, avant de faire quoi que ce soit d'autre, nous devons d'abord survivre à ce tremblement de terre. La clé est de rester calme. Nous devons prendre des décisions intelligentes, parce que la façon dont vous réagirez dans les prochaines secondes pourrait faire la différence entre la vie et la mort. La première chose à faire est de se mettre au ras du sol pour éviter d'être renversé par les secousses. Puis, David devra se servir de son corps comme bouclier pour son fils. Et s'il y a un meuble solide à proximité, comme un comptoir ou une des allées de la caisse, ils devront rapidement se placer en dessous pour se protéger encore plus des chutes d'objets. Si vous ne pouvez pas trouver de protection au-dessus de vous, la meilleure solution consistera à vous rapprocher d'un mur intérieur, loin des fenêtres ou des étagères lourdes qui pourraient tomber. Pour l'instant, le plus sûr est de rester à l'intérieur, parce que les autres pourraient se précipiter vers la sortie, ce qui provoquerait un écrasement de foule, et que le fait d'être à l'extérieur sans protection vous exposerait aussi à un risque plus élevé d'être frappé par des débris qui tombent. Pendant que tout ça se passe, le chaos est si important qu'on oublie de se poser une question très importante. Pourquoi tout ça arrive-t-il pour commencer ? L'État du Maine est situé à l'intérieur de la plaque tectonique nord-américaine, loin des bords où se produisent la plupart des tremblements de terre. Et un tremblement de terre de cette magnitude ne frappe le Maine qu'une fois tous les 400 ans environ. Soit ils n'ont vraiment pas de bol, soit le tremblement de terre n'est pas le seul problème, et il se passe quelque chose de bien plus étrange. Ce qui nous amène à la brume. Elle recouvre tout à perte de vue, et d'après ce qu'on sait, quelque chose est en train de dévorer les gens vivants. On ne sait pas encore à quel point la situation est grave, mais d'après ce qui est arrivé au gars qui est allé chercher sa voiture, il ne semble vraiment pas prudent d'aller faire un tour à l'extérieur. C'est très bizarre, mais David doit aborder la situation de façon logique pour donner à son fils et à lui les meilleures chances de survie. Je commencerai par m'éloigner le plus possible des fenêtres et des portes en utilisant les autres personnes comme bouclier de viande au cas où ce qui se trouve à l'extérieur essaierait d'entrer. Il risque d'être coincé ici pendant un bon moment, mais quand on y pense, une supérette n'est pas vraiment le pire endroit pour se retrouver piégé.
Ils ont des réserves d'eau, de la nourriture et d'autres ressources qui devraient leur permettre de tenir un certain temps en cas de besoin. Et le bâtiment constituera un point de passage évident pour les équipes de secours une fois que la situation à l'extérieur aura été maîtrisée. Sachant cela, je resterai là pour le moment et j'attendrai de voir comment les choses évoluent. Ce que je ferai, c'est prendre discrètement une arme, à la fois pour me protéger de ce qui se trouve à l'extérieur et des gens à l'intérieur si on en arrive là. Si quelqu'un d'autre était assez stupide pour sortir à l'extérieur maintenant, je le laisserai faire. Vous savez, le savoir c'est le pouvoir, et nous pourrons en apprendre davantage sur ce qui se passe là-bas en observant ce qui arrive à tous ceux qui s'aventureront à l'extérieur. Cet endroit est déjà surpeuplé, et tous ceux dont nous pourrons nous débarrasser nous permettront d'avoir plus de provisions pour nous. Ce qui sera crucial si nous devons rester coincés ici pendant plus de quelques jours. David agrippe son fils et tous les autres se précipitent à l'abri jusqu'à ce que le tremblement de terre soit enfin passé. Personne n'est sûr de ce qui se passe, mais une femme commence à exiger de rentrer chez elle pour y retrouver ses enfants. Les autres tentent de l'arrêter, mais la femme ne cède pas. Et comme elle n'arrive pas à convaincre qui que ce soit d'autre de l'accompagner, elle sort seule dans le brouillard, en colère, et on ne la reverra plus jamais. David emmène Billy à l'arrière du magasin pour essayer de le rassurer, tandis que les autres commencent à remettre l'endroit en état. Au bout d'un moment, il décide de se procurer des coussins d'ameublement pour que le petit soit plus à l'aise, et il le confie à un groupe de vieilles dames pendant que lui va vérifier le quai de chargement. Alors qu'il passe devant une allée, il remarque que Brent essaie de prendre le contrôle de la situation, mais il ne se doute pas à quel point les choses sont sur le point de devenir insensées. Au quai de chargement, David remarque que le générateur de secours est en train de fumer, et il décide de l'éteindre pour l'instant. Il revient dans l'obscurité à tâtons et entend un bruit étrange venant de quelque part à l'extérieur. C'est alors que quelque chose d'énorme se met à pousser contre la porte pour essayer d'y pénétrer de force. Horrifié, il se précipite vers le magasin pour prévenir les autres, mais il tombe nez à nez avec Holly, le directeur adjoint, et ses deux mécaniciens. Ils sont évidemment un peu sceptiques quant à son histoire, mais acceptent de venir voir de leurs propres yeux de quoi il s'agit. Le générateur recommence à fumer dès qu'ils le mettent en marche, et ils se rendent compte que quelque chose doit bloquer le flux d'échappement à l'extérieur. Cet idiot de Norm se porte volontaire pour aller le réparer lui-même, et David essaie de lui expliquer que ce n'est probablement pas la meilleure idée qui soit, s'il veut rester en vie. En plus de lui-même, il souligne que l'ouverture de la porte pourrait mettre tout le monde en danger. Mais le mécanicien Jim commence à riposter par des insultes, disant qu'il en a assez de l'attitude je sais tout de David, et menaçant de lui casser les dents s'il essaie de les arrêter. Étant donné qu'il n'a aucun moyen de les dissuader d'agir, David ne peut que les regarder faire quand il rallume le générateur, et que Norm se prépare à s'aventurer à l'extérieur. Quand la porte se soulève, on ne voit rien d'autre qu'un épais nuage de brume de l'autre côté. Et pendant un instant, il semble que David ici présent ait pu se tromper après tout. Sûr de lui, Norm se retourne pour lui rire au nez. Quand tout à coup, un énorme tentacule l'attrape par la cheville et tente de le tirer vers l'extérieur. Paniqué, David se précipite immédiatement pour le sauver. Mais c'est alors que plusieurs autres tentacules se glissent à l'intérieur. Et le pire, c'est que ceux-là sont tous munis de dents ou de mandibules. La créature commence à arracher d'énormes morceaux de chair à Norm, le mettant brutalement en pièces alors qu'il est encore en vie. Réfléchissant rapidement, Holly se précipite avec une hache de pompier, mais il manque de décapiter Norm par accident quand les tentacules l'entraînent tout à coup au loin. Alors qu'ils se battent toujours pour essayer de sauver Norm, un autre tentacule, encore plus grand, émerge de la brume et commence à s'attaquer aux sacs de nourriture pour chiens qui sont empilés dans la pièce. Conscient qu'ils n'ont pas le choix, Holly rallume le générateur pour fermer la porte, au moment même où Norm est entraîné vers la mort. David prend la hache et parvient à couper un des tentacules à l'aide de son arme avant que celui-ci ne parvienne à ressortir. Mais la réalité est en train de s'imposer. Ils sont tous bien plus en danger qu'ils ne l'auraient imaginé. Ok, bon, je crois qu'on a officiellement découvert ce qu'il y a dans le brouillard. Et maintenant, il a des envies de chair humaine. Super! David a fait tout ce qu'il a pu pour les empêcher d'ouvrir cette porte. Mais ces idiots ne pouvaient pas accepter la vérité avant de voir un tentacule de 6 mètres de long avec des dents qui les dévisageaient juste en face d'eux. Peut-être que maintenant que Norm est mort, ils commenceront à recouvrer la raison. Mais pour l'instant, il n'y a qu'une seule chose à dire. Jim, tu as merdé. Cette fois, c'est un peu spécial parce qu'il n'y avait absolument aucune raison pour que ça se produise au départ. Bien sûr, une créature mangeuse d'hommes dans la brume semble être une histoire improbable. Mais n'oublions pas que c'était déjà la 3e fois que tu entendais un truc dans le genre, Jim. Vous avez tous vu ce qui est arrivé au vieil homme, à Dan et à l'autre gars qui a couru vers sa voiture. Alors si tu pensais vraiment qu'il n'y avait pas de danger à aller à l'extérieur, pourquoi ne pas avoir simplement marché jusque chez toi depuis le temps ? Je ne t'ai pas vu te porter volontaire non plus quand Carol de The Walking Dead cherchait de l'aide pour aller sauver ses gosses.
C'est parce qu'au fond de toi, tu savais pertinemment qu'il y avait quelque chose dehors. C'est juste que tu ne voulais pas te l'avouer. Regarde simplement les faits de cette situation. Si ça fait déjà quelques heures qu'il n'y a aucun signe de sauvetage, je dirais que c'est un signe assez clair que nous avons un sérieux problème sur les bras, tu ne penses pas? Sérieusement, je veux dire, est-ce que tu as vu un seul policier, un seul pompier ou un seul secouriste depuis le début de cette histoire? Si la réponse est non, alors tu ne devrais probablement pas aller à l'extérieur non plus. De plus, Holly a même dit que la plupart des aliments se conservaient sans le générateur. Et si nous ne pouvons pas faire confiance au directeur adjoint du magasin en ces temps troublés, alors à qui pouvons-nous faire confiance? Soit il n'y a pas de menace et vous pourrez tous ressortir d'ici dans quelques heures, soit la situation est si grave que vous pourrez vous inquiéter de manquer de nourriture, même dans une vraie supérette. Et dans ce cas, tu es déjà clairement conscient que tu vas avoir de plus gros problèmes sur les bras. Alors pourquoi envoyer un jeune idiot dans l'inconnu? Tout le monde était déjà stressé ici, alors qu'est-ce que David aurait eu à gagner en mentant, surtout dans un scénario de survie aussi tendu? Comme il l'a dit, ouvrir la porte ne fera que les mettre en danger, eux et tous les autres dans le magasin. Mais toi, tu as juste voulu prouver que tu étais le big boss ici. Ça a fait beaucoup de bruit en plus, alors c'était probablement pas la meilleure idée pour Norm de rester là, dos à la brume, comme s'il attendait que quelque chose l'attaque par derrière. Ce gamin aurait pu survivre si tu avais réagi tout de suite. Mais après avoir raconté toutes ces conneries sur ton côté dur, tout ce que t'as fait, c'est rester planté là comme un lapin pris dans des phares, alors que David et Holly étaient là à nettoyer tes conneries. Tout le monde est un dur à cuire, jusqu'à ce que le Carlo tentacule maléfique commence à réclamer des âmes. Mais quand il y a deux autres gars qui se battent pour la vie de ce gamin contre une pieuvre géante venue de l'espace, il semble que le moins que tu aurais pu faire est de prendre une arme et de te jeter dans la mêlée à ton tour. Si David et Holly n'avaient pas été là, cette chose aurait tué tout le monde dans le magasin. T'es peut-être en sécurité pour l'instant, Jim, mais je te conseille de surveiller tes arrières, chérie, parce que tu viens de passer en tête de la liste des boucliers de viande potentiels si quelque chose devait mal tourner. La prochaine fois, tu devrais peut-être écouter les gens intelligents avant de faire quelque chose d'aussi incroyablement stupide, parce que Jim, tu as merdé. Après avoir éteint le générateur, ils se rendent compte qu'ils vont devoir raconter aux autres ce qui s'est passé, mais ils ne sont pas sûrs que les gens les croiront. De plus, comme le fait remarquer David, ils n'ont même pas vu à quoi étaient attachés les tentacules, et toute la devanture du magasin n'est faite que de verre. Ils ont besoin de quelqu'un en qui les autres ont confiance, et Brent est un avocat réputé qui a déjà acquis une certaine notoriété auprès des survivants. Mais il ne sera pas facile de le convaincre. Quand il entend ce que les autres ont à dire, il se souvient du différend qu'il a eu avec David dans le passé, et il est convaincu qu'ils sont en train de lui faire une mauvaise blague. La conversation se transforme rapidement en une véritable dispute, attirant involontairement l'attention de toutes les personnes présentes dans le magasin. Réalisant qu'ils ne peuvent plus le cacher, David explique exactement ce qui s'est passé sur le quai de chargement. Mais les gens restent sceptiques jusqu'à ce qu'il les amène sur place pour qu'ils puissent voir par eux-mêmes. L'un d'entre eux frappe les tentacules avec un manche à balai, et ceux-ci s'agitent pendant une seconde avant de fondre en un tas de suie noire, fournissant la preuve indéniable que David et les autres disent la vérité. Comprenant qu'ils doivent agir vite, les survivants commencent à empiler tout ce qu'ils peuvent devant les baies vitrées principales, essayant de créer une barrière pour empêcher les créatures de pénétrer à l'intérieur. Près des caisses, Brent continue de penser qu'il pourrait encore s'agir d'un canular, refusant toujours de croire à ce qu'il a vu de ses propres yeux sur le quai de chargement. Des camps commencent à se former autour des différents chefs. Les convaincus soutenant David dans la préparation de leur défense, tandis que les sceptiques s'accrochent toujours à l'idée de Brent, selon laquelle tout ça serait bidon. Ne voulant pas être en reste, Madame Carmody, une femme religieuse, sort sa Bible et commence à lire le livre de l'Apocalypse, expliquant qu'il s'agit en fait de la fin du monde. Quelques personnes dans la foule commencent à lui dire de se taire, mais elle les met au défi en leur disant que s'ils sont si confiants, ils n'ont qu'à sortir du magasin et voir ce qui se passe. En entendant ça, Amanda, l'enseignante, s'approche et la gifle violemment pour avoir effrayé les enfants. Mais la femme ne fait que rebondir dessus, les avertissant que les créatures vont revenir. Alors qu'ils passent en revue leur liste de matériel, le vieil homme Dan demande aux gérants s'ils ont des armes dans le magasin. À leur grande surprise, Amanda sort un revolver de son sac à main avec 12 balles, expliquant que son mari le lui a donné pour se protéger. Elle ne sait même pas vraiment comment utiliser ce truc, mais Holly, ici présent, dit qu'il était tireur de compétition dans le temps, et il accepte d'en prendre la responsabilité pour l'instant. Tout à coup, on assiste à un grand remue-ménage à l'avant, parce que Brent a décidé de quitter le magasin. David se rend compte que rien ne pourra l'arrêter, et il demande à l'homme de s'attacher une corde autour de la taille avant qu'il ne s'en aille. De cette façon, ils auront la certitude qu'il se sera éloigné d'au moins 90 mètres à travers l'aire de stationnement.
Brent refuse de jouer le jeu, mais après avoir entendu leur conversation, ce motard inconnu décide de se porter volontaire. Il dit qu'il ne veut pas se joindre à Brent, mais qu'au lieu de ça, il veut juste aller chercher le fusil qu'un autre survivant a dans son véhicule. En lui remettant la corde, David tente une dernière fois de dissuader Brent, mais celui-ci a déjà pris sa décision. Après avoir promis de leur envoyer de l'aide, il conduit un petit groupe dans la brume, en direction du centre de la ville. Le motard les suit, mais il se sépare des autres pour aller vers le véhicule alors que tout le monde l'observe de l'intérieur. Tout commence bien, mais tout à coup, la corde se tend et commence à s'éloigner à une vitesse telle que David et les autres ont du mal à tenir. Chacun s'efforce de conserver son emprise, alors que ce qu'il tient commence à les tirer tous les 5 vers la porte avec facilité. Mais au bout d'un moment, la corde perd sa tension, les envoyant tous s'écraser en arrière. David se relève et commence à tirer sur la corde, mais elle est couverte de sang. Et quand ils arrivent enfin au bout, il ne reste plus du motard que la moitié inférieure de son corps. Burk! Ok, on dirait que la situation merdique vient de devenir réelle. Et si les gens ne croyaient pas David avant, personne ne peut plus le nier maintenant. Il est donc temps pour le reste des survivants de commencer à prendre la situation beaucoup plus au sérieux. Le premier défi qu'ils doivent relever est la menace des créatures à l'extérieur. Comme l'a souligné Oli, le plus grand point faible du magasin est constitué par les vitres qui couvrent toute la façade du bâtiment. Non seulement elles constituent un point faible qui pourrait être facilement franchi, mais les laisser à découvert permet aussi à ce qui se trouve à l'extérieur de voir à l'intérieur. Dans ces conditions, la première chose à faire est d'utiliser tout ce qu'on pourra trouver pour couvrir les fenêtres. Des matériaux solides comme des panneaux de contreplaqué seraient probablement les meilleures options. Mais même des matériaux fragiles comme du carton ou des décorations murales pourraient au moins créer une barrière visuelle pour les créatures, les empêchant de voir à l'intérieur. Avant de faire ça, j'écrirai également un message SOS sur le côté visible des fenêtres. De cette façon, si les équipes de secours finissent par arriver un jour, elles sauront qu'il y a encore des survivants cachés à l'intérieur. Après avoir créé une barrière visuelle, l'étape suivante consistera à la renforcer à l'aide d'un matériau solide capable de résister à une attaque physique. C'est ce qu'ont déjà fait les survivants, mais c'est aussi là qu'ils ont commis leur plus grosse erreur. Ils ont utilisé des sacs de nourriture pour chiens comme élément de la barrière, mais sur le quai de chargement, nous avons vu que la créature était en fait attirée par ces sacs. Ça risque fort d'attirer l'attention de la créature, donc je garderai ces sacs aussi loin que possible des fenêtres et j'utiliserai d'autres objets comme des étagères, des chariots de découpe et des sacs de terreau pour construire le mur au lieu de ça. Sachant que les créatures vivent dans la brume, ça signifie qu'elles utilisent probablement l'odorat, l'ouïe et le toucher comme principaux sens pour chasser. Pour contrer leur odorat, les survivants pourraient imbiber des chiffons de produits de nettoyage très odorants et les utiliser pour créer une barrière autour du magasin, en se concentrant sur des zones comme les fenêtres et les portes où il est le plus facile pour quelque chose d'entrer. Contrer leur ouïe est relativement simple. Il suffit de veiller à ce qu'ils fassent le moins de bruit possible, surtout la nuit. Et en ce qui concerne le toucher, nous avons vu que les créatures s'agrippent à vous à l'aide de leurs tentacules en forme de ventouse. Pour y remédier, vous pourriez vous recouvrir d'huile végétale, ce qui créerait une barrière hydrophobe qui les empêcherait de pouvoir s'accrocher à vous. En parlant de combat, je commencerai à armer tout le monde avec toutes les armes que nous pourrions trouver, comme des couteaux, des hachettes, des manches à balai aiguisées ou même des serpillères transformées en torches, ce qui est exactement ce qu'ils s'apprêtent à faire. Ils ont également accès à une grande quantité d'alcool, qui pourrait être utilisé pour créer des cocktails Molotov en cas de besoin, bien qu'il faille faire très attention à la façon dont ils les utiliseront le moment venu. Comme les créatures semblent être carnivores, nous pourrions en fait utiliser ce point à notre avantage. La viande du magasin sera la première chose à se détériorer sans électricité. Alors comme elle ne nous apportera pas grand-chose, j'essaierai plutôt de l'utiliser contre les créatures. Ils pourraient essayer d'imbiber les viandes avec des produits chimiques, puis les jeter dans le parking comme appât, ce qui permettrait d'éliminer certaines créatures en les empoisonnant. En parallèle, je commencerai à préparer un plan de survie à long terme, puisqu'il semble clair qu'ils vont être coincés ici pendant un certain temps. Ils doivent rassembler toute la nourriture, l'eau et le matériel de premiers soins dans un endroit central afin que tout le monde sache où ils se trouvent, et faire l'inventaire de tout ce qu'ils ont afin d'être toujours au courant de la quantité de provisions qu'il leur reste. Ils devront rationner les choses avec soin, en prolongeant leurs réserves d'eau aussi longtemps que possible, en consommant d'abord les denrées périssables et en gardant les produits ayant une durée de conservation plus longue pour plus tard, jusqu'à ce que les secours arrivent enfin. Alors qu'il ne reste qu'une demi-heure de lumière, les mécaniciens branchent des projecteurs à l'arrière du magasin, mais la batterie est limitée, ce qui veut dire qu'ils ne pourront les utiliser qu'en cas d'urgence. Alors que la nuit commence à tomber, ils se rendent compte que les lumières du parking s'allument, mais il n'y a aucun moyen d'accéder à l'électricité sans aller dehors.
Un homme s'assoit près des fenêtres avec de la nourriture, quand tout à coup, un énorme insecte vole vers eux, depuis quelque part dans la brume, et se colle de l'autre côté de la vitre. Quand David entend le bruit, il se précipite pour regarder de plus près, et s'aperçoit qu'il s'agit d'une sorte d'hybride bizarre entre une libellule et un scorpion. Au fur et à mesure que la foule se rassemble, de plus en plus de créatures apparaissent, jusqu'à ce qu'il y en ait plus d'une douzaine qui grouillent sur les vitres. Il commence à braquer des lampes pour mieux voir, mais ça ne fait qu'augmenter le nombre de créatures. Tout à coup, de grandes créatures ressemblant à des oiseaux se mettent à voler pour attaquer les insectes, brisant presque la vitre à force de la percuter. Conscients qu'elles sont attirées par les lumières, David et Holly se précipitent pour éteindre leurs lampes. Mais au même moment, Jim commence à allumer les projecteurs à l'arrière du magasin. Le chaos s'installe et tout le monde se précipite pour s'éloigner des fenêtres. Mais maintenant, il n'y a plus rien à faire. Et la vitre finit par se briser alors qu'une nuée d'insectes commence à envahir le bâtiment. David court chercher une serpillière imbibée d'essence à briquet. Mais pendant qu'il peine à l'allumer, Amanda parvient à abattre une des créatures avec un râteau et à l'achever d'un coup de pied croustillant sur les bords. Mais tout le monde dans le magasin n'a pas cette chance, parce que la caissière Sally est rapidement submergée et finit par être piquée au cou par une des créatures. La jeune fille s'effondre sur le sol, prise de convulsions, alors que son cou commence à gonfler comme un ballon. Mais maintenant, ce ne sont plus seulement les insectes qui doivent l'inquiéter, parce qu'il y a aussi ces putains de poulets qui commencent à pénétrer à l'intérieur. Holly ne peut pas tirer de peur de briser les autres fenêtres, et il doit suivre la créature à l'arrière du magasin pendant qu'elle poursuit les insectes. Dans la confusion, une autre bestiole se jette sur un des survivants, réalisant que les humains peuvent eux aussi figurer au menu. Et c'est alors que tout se déchaîne officiellement. David attaque la créature avec une serpillière enflammée, et quand un autre survivant tente de faire de même, il renverse accidentellement le combustible et s'enflamme à la place. À l'aide d'un simple bâton, il poursuit la créature à travers le magasin jusqu'à ce qu'il parvienne à la rattraper près des congélateurs, la battant à mort à l'aide du manche en bois. Au même moment, un des insectes atterrit sur Madame Carmody, mais elle est paralysée de stupeur, et quand il s'envole sans la blesser, ça la convainc que ses prophéties religieuses sont en train de se réaliser. Ok, très bien, c'est exactement ce dont nous avions besoin. Une nouvelle preuve qui permet à la folle de continuer à se convaincre qu'elle a raison. Elle pourrait prendre ça comme un signe qu'elle a un plot armor, mais la vérité, c'est que ce qui vient de se passer ici est lié à la façon dont ils se sont retrouvés dans cette situation pour commencer, et c'est un manque total de compréhension des comportements naturels des insectes. La première erreur a été d'utiliser les lumières pour jeter un coup d'œil à l'extérieur, ce qui a eu pour effet d'alerter davantage de bestioles sur leur emplacement. Parce que de nombreuses espèces d'insectes présentent un comportement appelé phototaxie positive, c'est-à-dire une attirance naturelle pour la lumière. Les yeux des insectes contiennent des cellules hautement spécialisées appelées photorécepteurs, qui sont sensibles à différentes longueurs d'onde de la lumière. Ils utilisent cette capacité pour se diriger dans l'obscurité, chercher de la nourriture ou même s'accoupler, ce qui explique pourquoi ils ont été attirés par la source de lumière. Par conséquent, la meilleure chose à faire était d'éteindre les lumières et de rester complètement silencieux. S'ils avaient fait ça, les insectes auraient peut-être quitté les fenêtres pour se diriger vers les lampadaires du parking à la place. Mais de toute évidence, il est trop tard pour tester cette idée maintenant. Quant à Madame Carmody, elle pense qu'elle a survécu parce qu'elle est quelqu'un de spécial. Mais en réalité, ça revient à quelque chose qu'on nous a tous appris quand nous étions enfants dans la cour de récré. Si une abeille se pose sur toi, le meilleur moyen de ne pas être piqué est de rester parfaitement immobile. Parce que tout mouvement brusque peut déclencher la réaction défensive de l'insecte. Et si celui-ci te perçoit comme une menace, sa réaction naturelle sera de te piquer. En restant complètement immobile, vous indiquez que vous n'êtes pas une menace ou une source de nourriture. Et l'insecte devrait s'éloigner sans piquer après vous avoir rapidement examiné. Certains insectes libèrent même des phéromones d'alarme quand ils sont menacés, ce qui en attire d'autres à venir attaquer. D'où l'importance de rester parfaitement immobile si l'un d'entre eux se pose sur vous. Pour prendre le contrôle de la situation, ils doivent rapidement s'organiser en équipe. Un groupe se concentrant sur la couverture du trou de la fenêtre, afin d'empêcher d'autres créatures d'entrer, tandis que l'autre groupe s'occupera de celles qui sont déjà dans le magasin. La stratégie est la même pour les insectes et pour ces espèces de dinosaures. Ils doivent se conduire en adultes et utiliser leurs torches pour pousser les créatures, puis passer à l'attaque dès qu'ils en auront l'occasion, en travaillant ensemble pour réduire lentement leur nombre jusqu'à ce qu'ils aient vidé tout le magasin. Une des créatures atterrit sur une table, ce qui permet à Holly de commencer à tirer avec son revolver. Blessée, la créature titube dans les allées et se dirige directement vers Billy au lieu de crever. Mais David l'écarte juste à temps, permettant à Holly de l'abattre pour de bon avec un autre tir bien placé.
Certains survivants parviennent à placer un morceau de contreplaqué sur le trou de la fenêtre et à empêcher les créatures de pénétrer à l'intérieur. Mais ils se rendent compte que 2 autres personnes ont été tuées et que l'homme qui a été immolé par le feu est sur le point de mourir de ses blessures. David est assis dans une allée avec Billy et Amanda, essayant de rassembler leurs esprits, quand Holly vient lui dire que le grand brûlé est dans un état grave. Il le suit jusqu'au quai, où il découvre que le jeune Joey souffre tellement qu'il supplie les autres d'abréger ses souffrances. Personne ne peut se résoudre à le faire, mais il est évident que le gamin va mourir s'ils ne font rien pour l'aider. Alors David lui dit de continuer à tenir bon, pendant que lui essaie de trouver un autre plan. Rassemblant quelques autres, il leur dit qu'il veut aller chercher des antibiotiques et des analgésiques à la pharmacie qui est juste à côté. Le soleil commence à se lever et ils n'ont plus vu de bestioles depuis quelques heures. Mais ça ne veut pas dire que sortir sera moins dangereux pour autant. David dit tout de même qu'ils ne peuvent pas rester là indéfiniment, parce que les créatures ne tarderont pas à revenir, voire pire. Madame Carmody, elle, commence à rallier plus de monde à sa cause. David, lui, souhaite ramener son véhicule qui est juste sur le parking et l'utiliser pour les emmener lui et les autres membres de son groupe aussi loin que possible jusqu'à ce que le réservoir d'essence soit vide, avec l'espoir de trouver un moyen de sortir du brouillard. Ce n'est pas le meilleur plan, mais leur seul autre choix est de rester ici et d'attendre d'être tués. Alors ils sont tous d'accord pour au moins essayer de le faire. Il ne reste plus qu'à s'occuper de Joey, alors ils vont lui procurer ce qu'ils peuvent à la pharmacie, et s'ils survivent à ce voyage, ils s'enfuiront. Billy n'est pas ravi quand il entend ce que son père a prévu, mais David promet au garçon qu'il sera en sécurité, jurant de le retrouver au plus vite. Avant de partir, il remet à Amanda les clés de son véhicule, en lui disant de suivre le plan s'il lui arrive quelque chose. Appelant les autres, David tente d'expliquer calmement leur plan au reste du groupe. Mais c'est alors que Madame Carmody arrive pour compliquer les choses. Elle commence à proférer des menaces selon lesquelles ils vont mettre les monstres en colère. Et quelques personnes de son entourage commencent à abonder dans son sens, tentant d'empêcher David et son groupe de s'aventurer à l'extérieur. La folle continue de se déchaîner jusqu'à ce que cette vieille femme la fasse taire en lui envoyant une boîte de conserve de petits pois en pleine figure. Mais il est clair que les survivants sont maintenant plus divisés que jamais. S'armant de toutes les armes qu'ils peuvent trouver, David mène son groupe dans la brume, déterminé à atteindre la pharmacie à tout prix. Le groupe se met en marche en file indienne, se frayant un chemin à travers la brume pas à pas. Ils parviennent à la pharmacie sans encombre. Mais une fois à l'intérieur, ils remarquent que la porte d'entrée a été laissée grande ouverte et que d'énormes toiles d'araignée recouvrent tout le magasin. Ils se séparent et David se dirige vers les médicaments, tandis que les autres prennent tout ce qu'ils peuvent trouver. Mais ils sont sur le point de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls ici. Ok! Ces idiots viennent de se jeter dans un piège mortel. Et ils font tout ça pour un type qui va très probablement mourir de toute façon. Ce qui pourrait leur coûter plus de ressources et de vie qu'ils n'auraient jamais dû risquer. En sortant de la supérette, ils ont en fait raté quelque chose de très important. La Jeep du policier militaire était toujours devant le magasin. Et elle pourrait contenir une arme, une radio et d'autres fournitures susceptibles de les aider. J'aurais donc vérifié le véhicule avant d'entrer dans la pharmacie. Maintenant qu'ils sont là, ces toiles d'araignée sont le signe qu'ils vont devoir affronter des putains d'araignées. Donc avant que d'autres personnes ne meurent, voyons comment ils pourraient se préparer. D'après la structure de leur toile, on peut supposer que les araignées sont des prédateurs embusqués qui attendent le moment idéal pour frapper au lieu de s'attaquer directement à leur proie. Elles seront beaucoup plus rapides et plus agiles que nos survivants et auront probablement un venin toxique, ce qui rendra toute rencontre avec elles extrêmement dangereuse. En ce qui concerne leur sens, notre plus grand souci sera leur sensibilité aux vibrations, qui pourrait être déclenchée par le simple fait que le groupe se déplace dans le bâtiment. Le meilleur moyen de survivre ici sera de s'assurer qu'ils sont préparés avant d'entrer dans le bâtiment. Ils disposent tous d'armes convenables, mais ils auraient pu améliorer leur arsenal en apportant des torches dont on a parlé plus tôt. Il est de notoriété publique que les araignées ont peur du feu, comme la vieille Madame Jenkins ici présente va bientôt nous le démontrer. Il n'est jamais inutile de prévoir quelques options défensives, comme des vêtements épais, des tabliers et des gants en caoutchouc résistants achetés à la supérette, qui pourraient leur donner une protection supplémentaire contre les crocs venimeux de l'araignée. Pendant qu'ils se déplaceront dans le commerce, ils devront rester groupés afin de pouvoir assurer leurs arrières mutuellement, tandis que certains d'entre eux se concentreront sur la recherche de fournitures et se déplaceront lentement afin d'éviter de heurter une de leurs toiles ou de pénétrer dans une zone infestée d'araignées sans s'en rendre compte. Ils devront répartir les rôles de façon à ce que chacun sache qui cherche quel article, ce qui leur permettra de se concentrer sur leurs tâches individuelles et de sortir le groupe entier de là le plus rapidement et le plus efficacement possible. Personnellement, j'essaierai d'obtenir le poste qui me permet d'être le plus proche de la porte, parce qu'il faudra être prêt à prendre ses jambes à son cou et à laisser tout le monde pour mort si les choses devaient dégénérer. Vous me suivez ?
Alors qu'il fouille les lieux, Dan demande aux autres de se dépêcher, en disant qu'il entend quelque chose bouger dans la pénombre. En levant les yeux, ils se rendent compte qu'il y a des douzaines de corps enroulés au plafond et que certains sont encore vivants. Tout à coup, un bras se tend et attrape Jim par l'épaule. C'est l'officier de police militaire qu'ils ont vu pour la dernière fois à la supérette. Et il souffle un douloureux « Je suis désolé » avant que des dizaines de petites araignées mutantes ne commencent à jaillir des œufs disposés sur tout son corps. Quand il se retourne, Jim se retrouve face à face avec une énorme araignée. Mais Holly l'élimine avec son revolver juste à temps. Ils en abattent autant qu'ils le peuvent, mais les araignées continuent à arriver. Et leurs toiles sont capables de passer à travers la peau humaine. Le policier tombe en avant, ce qui fait sortir des centaines de bébés araignées de son dos, alors que les autres tentent de mettre un homme blessé à l'abri. Dans le chaos, un autre survivant se prend une toile en plein visage, mais la vieille femme parvient à tuer une araignée en utilisant une bombe insecticide comme lance-flamme de fortune. Au moment où ils atteignent la porte, la plus grosse des araignées se met en travers de leur chemin, et Dan l'empale rapidement avec sa lance. Mais ils sont obligés de laisser les deux hommes blessés pour mort afin de pouvoir sauver leur propre vie. Les autres commençaient à désespérer quand le groupe de David franchit à nouveau la porte d'entrée avec fracas. David est heureux de pouvoir retrouver son fils, mais il est impossible de cacher qu'ils l'ont échappé belle, et les autres commencent à perdre tout espoir de s'en sortir vivant. David s'évanouit d'épuisement, et quand il se réveille, Madame Carmody a encore gagné plus de soutien. Il émet quelques doutes quant à leur plan d'évasion, après avoir vu à quel point les choses sont dangereuses à l'extérieur. Mais Holly fait remarquer que si Madame Carmody continue à agir de la sorte, les choses ne tarderont pas à être tout aussi dangereuses ici dans le magasin. Laissant le reste du groupe décider, ils conviennent qu'ils vont quand même essayer. Mais d'abord, ils veulent parler aux soldats et découvrir ce qu'ils savent. David trouve un des hommes, Wayne, caché près des caisses, mais ses deux autres amis sont introuvables. En fouillant le quai de chargement, il trouve les deux soldats déjà morts, ayant apparemment eu peur de ce que les autres leur feraient s'ils découvraient que l'armée était responsable. Furieux, David exige que l'homme leur dise la vérité, mais alors qu'il se retourne pour s'enfuir, il finit par percuter quelqu'un d'encore pire, Jim, le mécanicien. Le traînant vers les autres, il annonce haut et fort que l'armée est responsable, et ils prennent l'homme pour cible en lui crachant toute leur colère. Le gars éclate en sanglots et explique que des chercheurs menaient des expériences sur la base pour accéder à d'autres dimensions. Mais il jure qu'il n'en a entendu parler que par des rumeurs et qu'il n'a jamais été impliqué dans ces expériences. Mais ça ne suffit pas à Madame Carmody, qui demande toujours qu'il soit tenu pour responsable de ce qui s'est passé. David tente de s'interposer, mais les autres le retiennent. Et la foule commence à pousser le pauvre gars dans tous les sens jusqu'à ce que le boucher finisse par le poignarder en plein dans les tripes. La foule enragée soulève le soldat au-dessus de sa tête et le porte jusqu'à la porte d'entrée, où elle le force à sortir dans la brume en guise de sacrifice. Le soldat se relève et frappe la porte en suppliant les autres de le laisser entrer. C'est alors qu'une énorme créature ressemblant à une menthe religieuse émerge du brouillard et le dévore sous leurs yeux. Madame Carmody annonce alors que les monstres les laisseront tranquilles pour ce soir. Mais David et son groupe se rendent à l'évidence. La situation échappe officiellement à leur contrôle. Plus tard dans la nuit, David s'excuse d'avoir laissé Billy. Il jure de ne plus jamais le faire et promet à l'enfant qu'il le protégera des monstres, quoi qu'il en coûte. Ok, il semble qu'il soit temps pour David et son équipe de s'échapper. Mais ils doivent être prudents avant que la situation ne leur explose à la figure. Avant qu'ils ne puissent affronter les dangers à l'extérieur, il faut d'abord s'occuper des menaces à l'intérieur. Ça veut dire qu'il faut affronter Madame Carmody et son cercle d'adeptes qui ne cesse de s'agrandir. Ils vont se faire repérer s'ils se regroupent tous et essaient de partir ensemble. Donc le meilleur plan serait de se séparer en petits groupes, de créer une diversion, puis de se faufiler pendant que la folle et ses partisans seront déjà occupés ailleurs. Je suggère de se mettre par deux et d'allumer un petit feu à l'arrière du magasin. Avec un peu de chance, Carmody et sa secte seront trop distraits par l'extinction du feu pour remarquer que nous nous échappons par la porte d'entrée. On ne sait pas combien de temps ils vont rester bloqués dehors, alors il faut rassembler quelques provisions avant de sortir. L'eau est la première chose à emporter, suivie d'aliments non périssables pour tenir le coup. Ils doivent également se munir de matériel de premier secours et d'armes improvisées au cas où ils rencontreraient des difficultés sur la route. Comme nous savons que la brume provient des montagnes situées à l'ouest de la ville, j'essaierai de me diriger vers le sud-est en m'éloignant de la source. Avec un peu de chance, les vents d'été venant du sud auront atténué la brume dans cette direction, ce qui nous permettra enfin de sortir de ce nuage et de trouver de l'aide. Au lever du soleil, Amanda les réveille et leur dit qu'il est temps de partir. Holly a rassemblé des ressources près des caisses. Ils vont donc courir jusqu'à sa voiture en espérant pouvoir rejoindre une zone sécurisée avant de tomber en panne de carburant.
Avec David en tête, ils commencent à se faufiler dans les allées jusqu'à ce qu'ils atteignent les premières caisses. Mais ils se rendent compte que leur sac de provisions a disparu. Quand ils lèvent les yeux, ils voient Madame Carmody qui bloque la sortie avec un couteau de cuisine. Et elle les accuse d'avoir essayé de voler leur nourriture. Sa secte refuse de les laisser partir et ils encerclent le groupe de David, beaucoup plus petit, arme à la main, tandis que la femme leur reproche d'avoir mis les créatures en colère. Les traitant tous de pêcheurs, elle leur dit qu'ils doivent sacrifier le petit garçon pour que le reste d'entre eux soit sauvé, ce qui pousse David à prendre une arme quand la foule commence à se rapprocher d'eux. Ils sont submergés en quelques secondes. Mais au dernier moment, un coup de feu retentit dans le bâtiment quand Holly tire avec son revolver, atteignant la femme en plein dans le ventre. Avant qu'elle ne puisse ajouter un mot, il tire une deuxième balle en plein dans sa vieille caboche. Et c'est tout ce qui était visiblement écrit pour Madame Carmody. Saisissant l'occasion, le groupe de David se précipite vers la porte, laissant les autres se débrouiller seuls. Holly arrive le premier au véhicule. Mais alors qu'il se retourne pour appeler les autres, la menthe religieuse l'attrape dans une de ses griffes et le dévore vivant. 3 autres survivants sont tous tués par les araignées géantes. Il ne reste plus que David, Billy, Amanda, Dan et la vieille dame qui arrivent sains et saufs à la voiture. Avant de partir, David attrape l'arme d'Holly sur le capot du véhicule. Et il est parvenu à l'atteindre au moment même où une des araignées allait lui arracher la main. Les personnes restées à l'intérieur du magasin, quant à elles, ne peuvent que regarder à travers les vitres. Et elles voient les phares disparaître lentement vers le lointain. Leur premier arrêt est à l'ancienne maison de David, où il trouve sa femme coincée dans des toiles d'araignée sur le côté de la maison. Il n'y a plus rien pour eux ici, alors ils roulent pendant des heures sur l'autoroute abandonnée, passant devant d'innombrables véhicules détruits et rencontrant un monstre couvert de tentacules qui est si énorme qu'ils ne les remarquent même pas quand ils passent. Le véhicule finit par tomber en panne de carburant, et pour autant qu'ils puissent en juger, la brume s'est emparée du monde entier, ne leur laissant aucun endroit où s'enfuir. David regarde les autres, puis son arme, et il s'accorde silencieusement sur ce qu'il doit faire. Mais il n'a que 4 balles. Les coups de feu retentissent, et quand la porte s'ouvre, seul David sort du véhicule, hurlant vers le ciel pour que les monstres viennent le prendre lui aussi. Tout à coup, il entend quelque chose se diriger vers lui sur la route, et ça vient de la direction exacte d'où ils sont venus. David pense qu'il s'agit d'un des monstres, et il se retourne pour l'affronter. Mais il est choqué de voir un convoi militaire émerger de la brume. Horrifié, il s'effondre à genoux en pleurant de douleur, sachant que les autres seraient encore en vie s'ils avaient attendu 2 minutes de plus. Même s'il est trop tard pour David, je pense que nous pouvons tous en tirer une leçon précieuse. Si vous décidez d'acheter une maison, assurez-vous que les voisins n'ouvrent pas de portail vers une autre dimension. The Mist. Effrayant. J'ai bien aimé, vous savez ? En fait, je suis contente qu'ils aient pris les décisions qu'ils ont prises dans ce film, parce qu'il semble que, vous savez, tout le monde a fini là où il le voulait. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait différemment. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans le prochain épisode. Et d'ici là, passez une excellente journée!